Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec nous. Nous sommes le mardi 19 février 2019 et aujourd'hui l'indice Zou allemand est attendu de la part des investisseurs. Ce sera le seul rendez-vous majeur de la journée. Demain, il y aura les minutes de la fête qui sera vraiment l'événement probablement de la semaine avec bien évidemment les négociations commerciales qui reprennent aujourd'hui. Alors pas de haut niveau. Le vice-premier ministre chinois se rendra à Washington jeudi et vendredi. Donc ce sera à partir de jeudi et vendredi que ces discussions commerciales seront très surveillées puisque il ne devrait pas avoir d'annonce faite ni aujourd'hui ni demain concernant les pourparlers. Voilà, donc avant de poursuivre ce webinaire, comme d'habitude, nous allons faire un point sur l'avertissement gaz risque. Le trading avec effet levier implique toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement surcompté prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, bonjour à tous, bonjour Gilles, j'espère que vous allez bien. Brice, que je salue également. Frédéric bien le bonjour. Moa de même. Vladimir, Raymond, Loïc, voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez pu constater hier, c'était une journée assez calme, hein. On avait Wall Street qui était fermé. C'était un jour férié, c'était President Day. Donc, voilà, peu de volatilité, même quasiment, enfin, une volatilité quasiment nulle. Les indices américains étaient fermés, on a eu une baisse du dollar, hein, on a eu l'ensemble des devises majeures, enfin plutôt les devises européennes qui ont progressé, l'euro et le GBP. Ce matin, on a dollar qui reprend sa surperformance. Voilà, on a plutôt un petit, je dirais pas de la version au risque, mais on a les devises refuges comme le dollar et le yen qui surperforment le FX, tandis que les devises Como sous-performent. Maintenant, regardez, je fais une petite aparté, vous voyez, il n'y a pas de volatilité vraiment très importante. Oui, les devises Como sous-performent, mais on n'a pas une baisse, vous voyez, importante. Donc voilà, c'est un marché à l'équilibre qui est prudent ce mardi matin, mais on peut pas dire qu'on est ni dans l'appétit ni dans la version au risque. On a une clôture des indices asiatiques dans un ordre dispersé. Le Nikkei a progressé de seulement 0,10% et le MSCI Asie ex Japon a baissé de seulement 0,20. Donc on voit on a très peu de volatilité. Vraiment, voilà. Le marché attend des catalyseurs et selon moi le prochain catalyseur vraiment à suivre avant les minutes de la Fed, c'est vraiment l'indice ZOO allemand, puisqu'on le sait, hein, on est dans une période où voilà les chiffres européens sont mauvais, hein, et ils sont décevants depuis maintenant pas mal de semaines et même quelques mois. Et donc l'indice ZOO allemand, qui est un indicateur qu'on juge avancé, qui permet d'anticiper la croissance et l'inflation, eh bien du coup est assez suivi, hein, est assez suivi. En fin de semaine, on aura les indices PMI flash de l'Allemagne. Donc ça, pareil, ça sera des publications très attendues, puisque voilà, je vous rappelle que l'Allemagne a évité de justesse la récession au quatrième trimestre. On avait au troisième trimestre une contraction du PIB. Pour avoir une récession, il faut 2 trimestres de contraction. Et au quatrième trimestre, on a eu une croissance nulle, une croissance molle, 0%. Donc voilà, l'Allemagne a évité de justesse cette récession. Euh, et donc voilà, le marché sera très prudent sur les chiffres allemands, qui est la première puissance économique bien, de l'Europe, de l'Union européenne et de la zone euro. Voilà, donc légère progression du yen ce matin, on le voit. Le rendement du 10 ans gagne 2 points de base. Voilà, donc on a vraiment des indicateurs qui sont mitigés en termes d'appétit, d'aversion au risque, hein. Au niveau du calendrier économique, donc comme je vous l'ai dit, à 11 heures, l'indice ou allemand, ça sera l'indice le plus surveillé du jour. Voilà, on voit que le consensus de Reuters, c'est moins 13,7 points contre moins 15 en janvier. Donc voilà, une légère amélioration du sentiment économique, mais c'est pas non plus fameux, hein. Voilà, et avant ces chiffres allemands, nous aurons à 10h30 des chiffres sur le marché de l'emploi britannique, avec notamment le taux de chômage qui est attendu flat, mais sinon les revenus moyens, bonus compris. Voilà, donc ça sera assez suivi, 3,5% contre 3,4% lors de la précédente publication. Voilà, donc comme je vous l'ai dit ce matin, sur le FX, on a les devises refuges qui surperforment, dollar, le yen. Alors le JBP voilà, se situe entre les deux, mais bon, on voit bien que le dollar et le yen surperforment et que les devises Como sous-performent. Donc voilà. Par contre, on a le pétrole qui est en hausse, on voit ce matin. Le VIX était fermé un lundi, donc ça sert à rien de le regarder. Alors, on va regarder, pardon.
Alors, les cours de pétrole, on va y venir après. On va commencer par les marches actions. Donc, on va pas refaire un tour sur la S&P puisque rien n'a changé depuis la veille. On fait un tour sur le CAC. Le CAC a su se stabiliser hier. On le voit, hein, on était, rappelez-vous, on avait une divergence en 15 minutes, il me semble, hier. On avait une divergence et il fallait attendre une confirmation du prix en clôturant sous 5147 pour valider et pour éviter le pivot. Vous voyez qu'on n'a pas eu la confirmation du prix, ce qui a permis d'éviter de rentrer à la vente, voilà, de rentrer à la vente tout simplement inutilement. Au final, on a eu une consolidation. Vous voyez, on est venu inscrire des nouveaux sommets, mais ça a été très light, hein. Vous voyez qu'on est finalement resté dans les bornes de vendredi. Donc vendredi, le plus haut de vendredi et le plus bas du matin des premières cotations. Donc voilà, là pour le moment, je pense que les marchés vont rester stables et c'est l'indice zou allemand qui va voilà, qui devrait débloquer un petit peu la situation, créer un petit peu de volatilité. D'ici là, je m'attends pas vraiment à de mouvements pour le moment. Alors Edgy qui me dit bien bonjour. Alors bonjour à vous Edgy, c'est bien aujourd'hui le webinaire avec Vincent. Alors exceptionnellement, on vient de commencer la semaine dernière, mais voilà, ce mardi, Vincent a voilà, des obligations, donc on ne pourra pas le faire ce mardi-là. Mais voilà, à partir de la semaine prochaine, ça sera tous les mardis. Voilà, il avait déjà quelque chose de prévu depuis longtemps ce mardi-là, donc il pouvait pas décommander pour faire le webinaire en commun. Donc exceptionnellement, il y aura pas le webinaire en commun cette semaine, mais voilà, à partir de la semaine prochaine, ce sera tous les mardis, voilà, sauf cas, voilà, sauf obligation, mais mais voilà, concrètement, à partir de mardi prochain, c'est tous les mardis à durée indéterminée. Voilà. Donc non, pas de webinaire en binôme avec Vincent ce mardi, malheureusement, mais c'est comme ça. Donc mardi prochain sera le prochain webinaire avec lui. Le DAX, on voit que le DAX, eh bien, il est resté entre ses bornes. Pareil, hein, vous voyez 9h15, ça c'était le plus bas de 9h15, donc autant dire, alors 9h15 heure de Londres, donc c'est 10h15 heure française, pardon. Donc vous voyez que c'était au début de la journée, on est resté dans les bornes entre le plus haut de vendredi et plus bas des premières cotations du DAX. Donc voilà, pour le moment on reste dans ce range. Tant qu'on est dans ce range, je pense pas qu'il y ait grand chose à faire. Maintenant, si on passe au-dessus, ce sera synonyme d'une poursuite du momentum haussier. Il faut savoir que quand même en journalier, on a un stochastique qui est à 70. Donc un stochastique à 70, c'est voilà, ça témoigne d'un momentum bullish. Maintenant, il faut savoir que en journalier, on est sous résistance. Donc les probabilités de hausse pour le moment sont assez limitées. Mais voilà, je pense que si on passe au-dessus de 11 325, ça sera un signal haussier en direction de l'oblique baissière que je vous ai fait voir hier et la semaine dernière, c'est-à-dire vers 11 350. Et à l'inverse, si on passe sous 11 254, concrètement, on ira chercher des niveaux de retracement de cette tendance. Donc, on ira chercher déjà 38% de retracement, c'est-à-dire 11 207, puis 11 171. En attendant, tant qu'on est dedans, honnêtement, tant qu'on est dans ce range, je vois pas ce qui est possible de faire. Voilà, donc attendons le breakout. Et dès qu'il y aura le breakout, soit on vise l'oblique sur du court terme, hein, sur de l'intraday, ou soit on vise ce seuil de retracement à 11 207. Voilà, donc là, vous voyez. Voilà, on voit bien les bornes. 11 324, 11 254, c'est le range intraday, voire de swing, hein, parce qu'on peut y rester quelques séances. Hein. On peut y rester quelques séances, mais voilà, c'est un range. Et tant qu'on est dedans, il y a vraiment, voilà, je pense que c'est pas très intéressant à trader le DAX. J'irai pas trader le range parce qu'on peut avoir un breakout assez soudain. Mais voilà, tant qu'on est dedans, pour moi, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Et sur le CAC, bah, c'est pareil. Bon, on a dépassé un petit peu ce sommet, vous voyez, donc c'est un petit peu moins, techniquement, c'est un peu moins propre. Mais voilà, concrètement, la logique est la même. Si on passe sous 5178, on ira chercher un seuil de retracement de cette tendance. Donc là, pour le coup, on va chercher le plus haut. On ira chercher un retracement jusqu'à 5128. Et à l'inverse, si on a un nouveau plus haut, bien moi, la prochaine résistance que je constate, c'est 5200. Voilà. En attendant, tant qu'on reste entre ces bornes, entre 5000
178, 171 qui est le plus haut de la veille et 5147 qui est le plus bas qui est plus bas aussi de lundi pour le coup, eh bien on reste neutre sur le CAC 40. Voilà, au niveau du forex, alors l'euro-dollar travaille beaucoup les 1,15, les 1,13. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que voilà, normalement dès qu'on a un support, on va avoir un rebond. Pourquoi? Bah, parce que ça veut dire qu'on a des acheteurs. Normalement, sur un support, c'est qu'on a une dominance d'acheteurs. D'accord? Donc normalement, dès que le cours vient sur un support, on veut voir un rebond assez rapide. Plus il prend du temps ce rebond, euh, plus c'est synonyme de fragilité de la part des acheteurs. Voilà. Les acheteurs sont peu nombreux du coup par rapport aux vendeurs. Hein. Voilà, il n'y a pas une majorité vraiment très très importante. Donc là, plus on travaille ce support, plus on y reste longtemps, moins c'est bon signe pour les haussiers, hein, pour les bullish. Donc voilà, on n'a toujours pas cassé ce support, on est toujours dans cette zone hein, où voilà, historique, enfin depuis août, on est dans une zone où voilà, on a quand même eu des zones de rebond du prix, mais comme vous le constatez, les rebonds sont faits vraiment très très rapidement dans le passé, alors que là, ça fait quand même, bon allez, on va dire une semaine qu'on travaille ce support et qu'on n'a toujours pas de rebond. Donc ça c'est mauvais signe, c'est mauvais signe. Alors c'est pas un signal baissier, mais c'est un signe qui invite à la prudence. Je dis pas qu'il faut invalider les stratégies acheteuses K1 15 parce que techniquement ça reste bon, mais c'est clair que là, voilà, la conviction haussière s'est nettement diminuée étant donné qu'on n'a pas eu de, voilà, on travaille toujours ce support et on n'a pas de rebond. Donc voilà, la logique est la même que la semaine dernière et la semaine précédente, c'est-à-dire tant qu'on est dans cette zone de support, je pense pas qu'il y ait grand chose à faire. Si on y sort en dessous, direction 1,11,11 et si on a le rebond, eh bien c'est direction 1,15. Au niveau de l'USD Yen, alors l'USD Yen, consolidation, hein, malgré le fait que Kuroda s'est montré dovish cette nuit. Alors qu'est-ce qu'a dit Kuroda, le gouverneur de la Banque du Japon? Il a indiqué que s'il y avait des mouvements, alors que si les mouvements du forex affectaient l'économie japonaise, il serait prêt à davantage de souplesse de la politique de la politique monétaire de la Banque du Japon. Donc en fait, hein, clairement, c'est si le yen s'apprécie trop dans ce contexte assez incertain, hein, parce que voilà, si on a un hard Brexit, si on n'a pas d'accord commercial entre les États-Unis et la Chine, on sait que c'est le yen qui va être la devise qui va la plus s'apprécier. Donc clairement, il a dit que, voilà, enfin c'est un sous-entendu, si le yen s'apprécie, eh bien la BOJ pourrait voilà, alors pas manipuler le taux de change, mais pourrait mettre en place davantage de souplesse de la part de la politique monétaire. Donc forcément, en intraday, ça a fait une petite réaction baissière sur le yen, mais ça n'a pas non plus fait chuter. Vous voyez, USD yen, ça a rebondi cette nuit, mais c'est pas grand chose. Hein. C'est quoi? C'est alors, j'ai pas regardé la taille du mouvement, mais allez, à la louche, c'est une vingtaine de pips. Donc vous voyez, c'est pas grand chose du tout. Hein. Donc voilà, l'USD yen pour le moment c'est flat. Hein. On est sur un moyenne mobile à 200, mais en même temps on est au-dessus de 110. Là, on est dans une zone un petit peu voilà, un petit peu compliqué, je dirais, en swing trading. Vous voyez, on est dans cette zone 110 et la moyenne mobile à 200. Concrètement, si on passe au-dessus de la moyenne mobile à 200, c'est direction l'oblique haussière ici, qui vient chercher tous les sommets, vous voyez, depuis octobre, novembre et décembre. Voilà. Et à l'inverse, si on repasse sous 110, eh bien, c'est probablement en direction les plus bas ici, voire le plus bas du flash crash. Donc voilà, ça va être qui tout double pour l'USD Yen. Alors en 4 heures, peut-être qu'on a un canal. Alors, on va faire un petit peu de tri. Voilà. Résistance. On va laisser 110. Voilà, donc là, on est dans un peu canal. Un canal, c'est quoi? C'est 4 points de contact. Donc support, donc creux, sommet, creux. Ah, et là, on n'a pas le sommet. Hein. Donc on est dans un canal qui ressemble
Enfin, pour le coup, alors c'est pas un biseau, vous voyez, mais ça ressemble quand même, hein, parce que du coup on a une pression vendeuse là. On a une oblique qui vient chercher 3 points de contact. Donc ça c'est synonyme de baisse. D'accord, c'est un signal baissier. Ça ne veut pas dire qu'il faut shorter l'USD-Yen, mais voilà, c'est une indication baissière. On n'est pas vraiment dans un canal, parce qu'un canal c'est deux creux, deux sommets, qui sont bien évidemment qui alternent. C'est pas deux creux puis deux sommets. C'est un creux, un sommet, un creux, un sommet. Ou alors un sommet, un creux, un sommet, un creux. D'accord. Là on a un creux, un sommet, donc on prend soit celui-ci, soit celui-ci, peu importe. Le creux, et là on n'est pas venu, en tout cas pas pour le moment, on n'est pas venu chercher l'oblique, enfin la parallèle. Et donc si on trace une droite du coup qui vient chercher les sommets, ça fait plutôt un biseau, puisque c'est deux lignes qui sont pas parallèles, c'est deux lignes qui convergent. Voilà. Maintenant, pour le moment, c'est pas une pression vendeuse extrêmement importante, hein. C'est pas un biseau comme si on avait une oblique, vous voyez, qui était comme ça, vous voyez, extrêmement, ouais, qui se croisait assez rapidement. Donc là, on a quand même, bon, oui, on a un biseau, mais on voit que non, l'angle n'est pas non plus flat, hein. C'est pas plat, hein. Donc voilà. Donc l'USD-Yen, on va dire qu'on est dans une tendance qui est haussière. On n'est pas dans un canal haussier, mais bon, on est dans un biseau haussier. Mais un biseau haussier, ça reste haussier. C'est un signal qui est baissier, d'accord. Une fois qu'on a sorti par le bas. Mais tant qu'on est dedans, c'est voilà, c'est haussier. Donc pour le moment, l'USD-Yen, voilà, pas grand chose à dire. Encore une fois, c'est la moyenne mobile à 200 qu'il faut regarder. Si on passe au-dessus de la moyenne mobile à 200, c'est direction 113 et quelques. Si on passe en dessous de 70, si on repasse en dessous de 110, bien là, va falloir chercher un retracement presque intégral, hein, même de cette tendance haussière, c'est-à-dire un retour vers 107,44. Les unités de la Fed seront bien évidemment très très importantes et pourraient même être déterminantes. Au niveau de l'USD4, consolidation, on voit que les paires en dollars sont quasiment toutes en consolidation, à l'image du DXY, hein, qui finalement consolide depuis la semaine dernière. Vous voyez, lundi, on est venu chercher cette résistance. Alors oui, on a eu des petites mèches au-dessus, mais on voit que concrètement, les chandeliers journaliers, eh bien, ils se situent dans ce range entre cette ancienne résistance du 24 janvier et la résistance du 15 août. Donc ça fait un range, et si on regarde en horaire, vous voyez qu'on oscille dedans. Donc là, si on passe en dessous, ce sera une épaule tête épaule. Regardez, épaule, tête, et là on est en train de peut-être faire l'épaule. Bien évidemment, il faut qu'on passe en dessous de la ligne de coup. La ligne de coup qui a 96,10 à peu près. Donc pour le moment, on peut pas parler d'épaule tête épaule. Mais voilà, pour le moment, on est dans un range avec sommet, creux, sommet, creux. Donc là, on est dans un range. Dollar, pas grand chose à faire. Vraiment, le marché attend la Fed, hein. Et au niveau de l'or, il est revenu proche de ses sommets, hein. Il a même inscrit un plus haut depuis le mois d'avril 2018. Alors, on n'a pas eu la confirmation journalière, puisque la clôture, vous voyez, elle s'est faite au sommet voilà, de la veille, pardon, à l'ancien plus haut de l'année. Enfin, en termes de prix de clôture, on a eu un nouveau plus haut, mais pas par rapport à la mèche. Vous voyez, là, la mèche, elle est à 1326 et la clôture de hier, c'était aux environs de 1326 également. Donc on n'a pas eu un chandelier qui a fait un nouveau breakout. Alors peut-être qu'au niveau des bandes de Bollinger, on a un signal, on a eu peut-être un squeeze. Non, non, pas de squeeze. On est toujours dans ce même mouvement. Pourquoi c'est pas un squeeze que nous avons? Parce que là, les deux bandes ne convergent pas, ne vont dans la même direction. Ils sont pas en train de se rapprocher. D'accord? Là, on a un squeeze. Un squeeze, c'est quand on a la bande supérieure qui va vers le bas et la bande supérieure qui va vers le haut. Quand les deux quand il y a un pincement des moyennes mobiles, dès qu'elles se rapprochent, pardon, c'est ce qu'on appelle le squeeze. Là, c'est pas un squeeze. Pourquoi? Parce que la bande supérieure, elle va vers le haut, la bande inférieure, elle va vers le haut. Donc elles vont toutes les deux dans la même direction. Elles vont vers le haut. Là, ça diverge. Donc c'est ça le squeeze. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une bande inférieure qui va vers le haut, une bande supérieure qui va vers le haut également. Donc on n'a pas de squeeze. On est toujours dans ce même signal, le signal du 25 janvier. Bon, donc pour ceux qui veulent en savoir plus sur les bandes de Bollinger, nous avons du contenu éducatif, hein, sur le site DailyFX, nous avons des vidéos éducatives sur YouTube, sur notre chaîne, mais surtout, et ça c'est une opportunité, je pense, très très intéressante. IG Bank, la filiale suisse de IG,
eh bien, organise un événement à Zurich. Donc, si pour ceux qui habitent, bon, peut-être pas, voilà, à Zurich, je pense pas qu'il y ait des auditeurs ici qui habitent à Zurich, mais on ne sait jamais. Pour ceux qui habitent pas très loin de la Suisse, ou en tout cas pas très loin de Zurich, il y a une conférence spéciale sur les bandes de Bollinger avec le créateur même des bandes de Bollinger. Oui, le créateur même, c'est John Bollinger. Et donc, je vous trouve ça, c'est le 13 mars prochain. Les places sont limitées. Donc, voilà, si vous voulez y participer, eh bien, écoutez, je pense que, voilà, ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'opportunités comme celle-ci. Vous voyez, John Bollinger, donc c'est celui, Bollinger, pardon, celui qui a inventé les bandes de Bollinger. Donc, bien évidemment, il y aura d'autres intervenants, mais bon, euh, on va dire la star de l'événement, c'est vraiment John Bollinger. Donc, voilà. Si vous pouvez participer, c'est en anglais et en allemand. Donc, voilà, faut être quand même, faut parler un minimum anglais, hein. Faut parler un minimum anglais. Donc, voilà, je vous envoie le lien. Ne vous inscrivez pas si vous pouvez pas y aller parce que les places sont limitées. Donc, ce serait dommage de bloquer votre place parce qu'une autre personne pourrait ne pas venir parce que voilà, les places seraient complètes. Donc voilà, inscrivez-vous uniquement si vous pouvez y aller. C'est la seule chose que je vous demande. Mais voilà, si vous pouvez y aller, en tout cas, je vous recommande vivement cet événement. La bonne nouvelle, c'est que l'événement sera disponible en replay sur YouTube, pas en live, hein, mais en replay. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc pour ceux qui ne peuvent pas participer, pas d'inquiétude. Le DAX est envolé, me dit-on. Alors regardons. DAX, ah oui, DAX, alors envolé, envolé, ah oui, envolé quand même. Alors 8h23 pourtant. Alors ça doit être, alors ça c'est pas un event, hein. Alors là il y a eu une annonce. Il y a eu j'ai pas mon terminal Reuters à côté de moi, mais il y a dû avoir un discours. Il y a dû avoir un discours. Là, vous voyez, c'est voilà. La direction 11350. 11350, ça sera un vrai test. Alors, je ne sais pas c'est quoi le discours, je ne sais pas c'est quoi l'annonce qui a provoqué cette hausse. Donc, je pourrais pas vous dire si les 11350 vont être dépassés. Si c'est un catalyseur majeur, ça sera dépassé. En cas de dépassement, en tout cas, sachez que les prochaines résistances, elles sont quand même relativement proches. 11373 puis 11389. D'accord. Vous pouvez mettre les points pivots hebdomadaires. Points pivots hebdomadaires. Donc là, le R1, ça va donner quand même un ordre d'idée de ce qui est possible de faire dans la semaine. C'est soit le R1, soit le S1 qui sera touché. Tout va dépendre vraiment des négociations commerciales et des minutes de la Fed. Je rappelle, ceux qui sont voilà au volant des marchés financiers, c'est les banques centrales avant tout. D'accord. La macroéconomie, bon d'accord. La microéconomie, ok. Mais le plus important, c'est les banques centrales. Les banques centrales, c'est elles hein, voilà, qui font le jeu. Hein. C'est les plus grosses mains des marchés financiers. Hein. C'est les banques centrales. Donc, si la Fed, donc ça c'est les minutes. Les minutes c'est quoi? C'est le compte rendu de la précédente décision monétaire, c'est-à-dire celle du 31 janvier. Donc là on aura vraiment un détail de ce qui s'est dit pendant la réunion de 2 jours en fin janvier au sein des membres du FOMC. Et si les minutes se montrent, enfin si le compte rendu se montre plutôt dovish, eh bien ça sera synonyme de hausse de la liquidité de la Fed et donc vous savez que ce sera un point positif pour les marchés actions. Donc voilà, les banques centrales avec la Fed demain, ça sera un événement majeur avec les négociations commerciales jeudi et vendredi. Les négociations commerciales de haut rang avec le vice-premier ministre chinois. Donc voilà. Voilà, donc d'ici là, je pense que voilà, il n'y a pas grand. C'est possible qu'on dépasse cette oblique, vous voyez, mais bon, le potentiel ensuite il sera 11 389, c'est ce plus haut de début février. Si on passe au-dessus de cette oblique. Ce qui me semble possible en intraday, maintenant une clôture journalière au-dessus de cette oblique, euh, je trouve ça moins probable. Mais bon. Donc l'or actuellement à 11 327, il dépasse son sommet, on a une baisse du dollar à ce que je constate. Donc ce matin, à mon avis, il y a quelque chose de positif en zone euro ou sur le Brexit. C'est l'un ou l'autre pour avoir une réaction comme telle, puisqu'on a une baisse du dollar, c'est-à-dire qu'on a de l'appétit au risque. Euh, voilà, donc l'or, eh bien, c'est direction. Vous voyez, on est presque au R1 hebdomadaire déjà. Presque au R1 hebdomadaire, donc là, résistance relativement proche vers 11 000, vers 1328 à court terme. À moyen terme, si on a une clôture journalière au-dessus de cet ancien sommet, hein, ce sera un signal bullish.
Et vous savez que les perspectives sont haussières jusqu'au sommet de juillet 2014 à 1345, mais potentiellement on ira chercher 1366 puis 1375. 1366 qui correspond au plus haut de début 2018. Donc voilà. Et au niveau de cours de pétrole, mais écoutez, cours de pétrole toujours en hausse. Voilà, on a eu un doji hier sur le brut, enfin sur le WTI et le Brent. Mais voilà, d'un point de vue des bandes de Bollinger, on a eu le signal bullish du Brent mardi dernier. Sur le WTI, ça s'est donné vendredi en clôture envoyé au-dessus après ce fameux squeeze. Donc voilà, là c'est perspective haussière. Et la moyenne mobile à 200 jours, que ce soit sur le WTI ou le Brent, c'est l'objectif, le premier objectif pour les cours de pétrole. Voilà, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je n'ai pour le moment rien d'autre à rajouter. Je vais faire un tour sur l'euro GBP en attendant vos questions. L'euro GBP consolidation, on le voit. Alors l'euro qui est proche, on va dire, de ses plus bas de 52 semaines face au GBP. Regardez, si on se met sur un an. Si on se met sur un an, le plus haut, ça a été atteint le 3 janvier. Le plus bas, ça a été atteint le 24 janvier. Donc ça, c'est les plus hauts, plus bas d'un an. Et regardez, alors voilà. Donc là, vous voyez, on est 50%. Donc ça, c'est le milieu du range de 52 semaines. D'accord. On est quand même en dessous. Donc on est plutôt vers le bas du range plutôt que le haut. Donc là, voilà, faut chercher des points d'achat de l'euro, je pense. Plutôt privilégier l'achat euro que l'achat livre sterling. D'un point de vue fondamental et d'un point de vue politique, je pense que c'est mieux de payer l'euro que le GBP. Après, bon, même si les chiffres de la zone euro sont pas très très bons, d'un point de vue politique, voilà, au niveau du Brexit, c'est très très incertain. Donc voilà, je vois pas pourquoi payer la livre. Je vois pas pourquoi il faudrait payer la livre sterling. Alors, extension. Donc voilà, écoutez, EuroGBP, pas grand chose à dire pour le moment. Alors j'ai des questions. Altmer en Allemagne, Juncker et Trump ont convenu qu'aucune mesure tarifaire ne sera prise. Ah, très bien. Merci Frédéric pour cette annonce. Moi j'ai pas le terminal Reuters à côté de moi, donc je peux pas vous dire ce qui s'est dit. Mais bon, a priori, alors, tac tac tac. Alors, eh bien écoutez, Finviz, vous connaissez le site Finviz que je vous fais voir tous les jours, ce site-là. Vous pouvez avoir des news ici. Vous pouvez avoir des news. Donc qu'est-ce qui s'est dit? Alors pour le moment, alors j'actualise la page. Pour le moment, je vois pas de news sur Finviz, ça peut prendre un peu de temps. Mais voilà, si vous parlez un petit peu anglais, c'est une source d'info, enfin qui liste plusieurs sources d'informations fiables comme Reuters, CNBC, Bloomberg. Voilà, il y a quand même pas mal de sources d'informations. Voilà. Les minutes de la fête, c'est vers quelle heure et pourquoi on les appelle les minutes? Alors ça, c'est une excellente question. Enfin, les minutes de la Fed, pourquoi on appelle ça les minutes? Les minutes, je ne sais pas. Parce que ça doit aller assez vite. Le compte rendu, il est pricé par les investisseurs relativement vite. Je pense que c'est pour ça. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Si vous trouvez une explication, n'hésitez pas à me la dire. Et donc les minutes, c'est à 20h heure française. C'est à 20h heure française demain. Donc de toute façon, vous avez le calendrier économique, vous voyez, calendrier économique. Vous allez à la journée de demain, mercredi. Demain soir, compte rendu de la réunion de la politique monétaire de la Fed. Donc je rappelle, les minutes, c'est bien le compte rendu de la précédente réunion de la politique monétaire, d'accord? C'est pas un compte rendu en amont de la prochaine décision de la politique monétaire. C'est en fait le bilan de ce qui s'est dit 3 semaines plus tôt à la Fed.
En ce qui concerne Bollinger, pour vous, le plus fort signal d'entrée est lorsqu'on clôture en dessous ou en dessous de la bande supérieure ou inférieure. Oui, oui, c'est exactement ça, Philippe. Maintenant, c'est important d'avoir le squeeze avant. Si vous n'avez pas le squeeze, alors j'ai pas fait d'études là-dessus, mais on pourrait faire rapidement on pourrait faire rapidement un backtest sur Pro Real Time. Mais voilà, c'est important d'avoir le squeeze en amont, c'est-à-dire les bandes qui se resserrent, qui se pincent, d'accord? Si on a le cours qui clôture au-dessus de la bande supérieure ou en dessous de la bande inférieure lorsqu'on n'a pas de squeeze, c'est en théorie, hein, je parle bien en théorie, j'ai pas vérifié en backtest comme je vous l'ai dit, mais en théorie, c'est un signal qui est moins fort que lorsqu'on a le squeeze. Edgy, alors j'ai bien compris au début quand vous avez parlé de BOJ Kuroda suggère la hausse ou la baisse du yen. Alors la hausse ou la baisse du yen. Alors en fait, Kuroda, qui est le gouverneur de la Banque du Japon, a indiqué cette nuit que si les mouvements sur le marché d'échange avaient un impact sur l'économie japonaise, eh bien la Banque du Japon se tiendrait prête à davantage de mesures accommodantes. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si le yen s'apprécie, d'accord, ça va ralentir l'inflation, qui est déjà très très basse hein, au Japon. Ce qui est pas bon pour la Banque du Japon qui souhaite une inflation proche de 2%. Hein. Donc si le yen s'apprécie, pourquoi il s'apprécierait? Bien parce que si on a la version pour vous savez que la devise refuge par excellence c'est le yen. Donc si demain on a un crack des marchés financiers, le yen sera massivement payé. D'accord? Donc si demain le yen est payé, et trop payé, ça va le faire monter, ça va faire ralentir l'inflation au Japon. Et donc Kuroda, le gouverneur, a indiqué que si c'est le cas, la Banque du Japon prendrait davantage de mesures accommodantes. Voilà, donc du coup, eh bien le marché, qu'est-ce qu'il s'attend, qu'est-ce qu'il se dit? Peut-être que le yen est trop haut. Si le gouverneur dit ça maintenant, c'est-à-dire que il juge potentiellement que le yen est trop haut. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre le yen. Et donc c'est pour ça que l'USD yen a rebondi cette nuit, parce que le yen a été légèrement, très légèrement vendu. Hein. Ça n'a pas été il n'y a pas eu de baisse importante du yen. Mais voilà, il a été un petit peu vendu à la suite de ses propos, mais voilà, ça crée pas de tendance. Comment qualifier le squeeze? Alors comme je vous l'ai dit, le squeeze, c'est quand on a les deux bandes, supérieure et inférieure, qui se resserrent, qui se pincent. C'est ça le squeeze. Je vous refais voir sur le gold parce qu'on avait un très très bon exemple. Voilà, le squeeze alors. Vous voyez que là, on a les bandes qui se resserrent. On a les bandes qui se resserrent, donc qu'est-ce que vous faites? Là, dans quelle direction va la bande inférieure? Elle va vers le haut, d'accord? Dans quelle direction va la bande supérieure? Depuis ce moment-là, même ce moment-là, elle va vers le bas. Là, c'est ce qu'on appelle le squeeze. Par contre, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait une hausse de la bande inférieure, ok? Mais on avait également une hausse de la bande supérieure. Donc là, on n'a pas de squeeze. Le squeeze, il commence à se créer à ce moment-là. Ça, c'est le squeeze. C'est la période de squeeze. Et là, c'est le signal. Donc, le squeeze, c'est quand on a les deux bandes, comme ça, là, qui se resserrent de plus en plus. D'accord? Donc, celle supérieure qui va vers le bas et la bande inférieure qui va vers le haut. Ça, c'est le squeeze. Là, on n'a pas de squeeze. Là, au contraire, regardez. Qu'est-ce qu'on a? On a, vous voyez, on a une ouverture des bandes. Donc, c'est tout l'inverse. Et là, on a quoi? On a bande inférieure qui est en hausse, bande supérieure qui est en hausse. Donc, on n'a pas de squeeze là, à ce moment précis. Nous n'avons pas de squeeze. Donc, voilà, le squeeze, c'est cette phase-là. Vous pouvez prendre un screenshot si vous voulez. Vous voyez, on a le sommet de la bande supérieure, la baisse. Et là, on a la bande inférieure qui continue à monter. Donc, du coup, on a les bandes qui se pincent, qui se resserrent. Et c'est ça, ce squeeze. Et là, ensuite, on a le signal. Et c'est ce signal-là qui est important. C'est pas celui-ci, bon, c'est bien, mais c'est celui-ci qui est le plus important. C'est qu'on a eu le squeeze auparavant. Là, c'est un signal, ok, haussier, 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 mais c'est à ce moment-là où c'est le meilleur prix d'entrée. D'accord? Pareil ici, regardez. Alors, ici, on a le squeeze. Pourquoi? Bien parce que regardez les bandes. La bande inférieure, la bande supérieure, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vers le bas. La bande inférieure, elle va très légèrement vers le haut. Donc là, on a un squeeze et on a la clôture. Et c'est là le signal haussier. C'est pas à ce moment-là. Oui, c'est un signal haussier également, mais le plus intéressant, c'est celui-ci. Parce qu'auparavant, on a eu un squeeze. Là, on n'avait pas de squeeze avant. Vous
voyez, on avait, ça va vers le haut, ça va vers le haut. Donc, il n'y a pas de squeeze. Là non plus, pas de squeeze. Ça, c'est un squeeze. Non, même pas. Même pas, parce que regardez. Bande supérieure, elle va où? Elle va vers le haut. Bande inférieure, elle va où? Elle va vers le bas. Donc là, on n'a pas de squeeze. Le squeeze, il était ici. C'était du coup un faux signal. Parce que là, vous voyez, vers le bas, vers le haut, clôture en dessous. Donc là, c'était un faux signal, mais ça, c'était un squeeze. Là, il n'y en avait pas. Voilà, j'espère que vous avez compris. Le squeeze, ce que c'est tout simplement le pincement des bandes. Quand le squeeze dure longtemps, alors ça montre un peu une consolidation, le squeeze quand, voilà, quand le squeeze dure longtemps. Exactement, exactement. Et il faut savoir que d'une manière générale, hein, que ce soit qui est squeeze ou enfin, que ce soit avec les bandes de boulanger ou peu importe, plus la consolidation est longue, d'accord, plus le coup reste dans un range longtemps, et plus généralement on a un mouvement lors du breakout qui est important. C'est-à-dire que si on a un range de 1 an et qu'on a un breakout, on peut s'attendre que ce breakout soit prémisse d'un mouvement extrêmement important en termes de durée et en termes de momentum. Voilà, plus c'est une règle, hein. Plus le range est long, plus la consolidation est longue, plus le mouvement et plus le breakout est généralement ensuite provoque un mouvement important. Voilà donc pour ce point de marché. Écoutez, je n'ai rien d'autre à rajouter. C'était la minute, vous voyez, les minutes de la Fed et dans ce webinaire, il y a également la minute éducative. Eh bien, c'était la minute éducative. Nous terminons sur celle-ci. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de webinaire avec Vincent Gann tout à l'heure à 11h. Voilà, le prochain avec Vincent Gann, ce sera mardi la semaine prochaine. Et donc, vous retrouverez Yoav Nizar, comme d'habitude, à 13h pour sa revue des marchés. Excellente journée à vous et à demain. Alors, merci. Peut-être voir ma dernière question. Alors, pardon Philippe, je n'ai pas vu votre dernière question. Est-ce qu'un autre indicateur peut nous signaler un squeeze en cours? Alors peut-être, hein, ça doit exister honnêtement. Un indicateur, c'est quoi? C'est une formule mathématique. Donc, de toute façon, on peut, voilà, on peut coder, hein, on pourrait créer un indicateur qui montre les squeezes, que ça fasse 1 ou 0. Quand c'est 1, c'est qu'il y a un squeeze. Quand c'est 0, il n'y en a pas. Vous voyez, on peut coder des indicateurs. Donc, je suppose que si vous cherchez sur Internet, si vous avez la plateforme ProRealTime, vous pouvez chercher sur Internet indicateur, squeeze, bande de Bollinger. Vous voyez, vous mettez des mots-clés et vous trouverez sur Google, il y a de fortes chances que vous trouverez un indicateur qui vous donne, qui vous signale lorsqu'il y a un squeeze des bandes de Bollinger. Je suis quasiment certain. Voilà. Après, bon, je mettrai pas ma main à couper, hein, parce que voilà, moi, je n'ai pas créé cet indicateur, mais voilà, un indicateur, c'est une formule mathématique, et je pense que sur Internet, il y a tout, hein. Surtout ProRealTime, qui est une plateforme assez connue, hein, populaire. Donc voilà, je serais pas choqué si vous trouvez un indicateur qui montre clairement les squeezes des bandes de Bollinger. Voilà, merci à vous pour votre attention, excellente journée et bien personnellement, je vous dis à demain matin pour mon prochain point de marché.